Eh bien, écoute, Patrick, je compte vous parler d'une vieille histoire hein, qui sont les financements en crowdfunding. Ah ah! Alors, j'espère que vous voyez bien ma slide. Impeccable. Ok. Et moi, il faut juste que je la vois de mon côté. Pourquoi je vous parle du crowdfunding? Parce que finalement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous font part de leurs besoins de financement. Et c'est indéniable, hein, quand on veut se développer, on a besoin de financement, on a besoin de ressources, pas seulement de ressources financières évidemment, mais aussi de ressources financières. La question qu'on leur pose, c'est tu as besoin de ressources, mais est-ce que tu as besoin d'investisseurs? Et je vous rappelle que chez Melsion, on a une vision de l'entrepreneur qui est qu'on tient de deux universitaires américains qui dit que l'entrepreneur, c'est celui qui a deux grands besoins, de contrôler sa destinée et de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir sentir qu'il est en train de réaliser des choses. Un besoin de réalisation. Et dans ce contexte, eh ben, l'actionnaire, c'est quelqu'un qui est pas forcément bienvenu, il a un risque pour la destinée, évidemment. L'actionnaire, il veut sortir, et pas forcément au moment qui arrange l'entrepreneur. Il veut quelque part garder une forme de contrôle, donc ce qui est antagoniste avec le besoin de contrôle de l'entrepreneur. Alors en général, on dit oui, mais en fait, ce risque sur la destinée, il est compensé par le fait que la réalisation, elle, a plus de chances avec ces ressources que tu as levées auprès d'investisseurs. Les résultats montrent le contraire. C'est-à-dire que nous, la statistique qu'on aime bien, c'est celle de dire que année après année aux États-Unis, dans la Silicon Valley seule, il y a à peu près 10 000 projets qui trouvent 1 million d'euros de financement, ce qui fait quand même 10 milliards de distribués chaque année juste pour cette petite région qui est la taille de la région parisienne. Et pour autant, on ne voit pas plus d'une dizaine de projets qui émergent chaque année à notre connaissance, ce qui fait qu'on est dans un ordre de moins de 1% de réussite. Donc, on ne peut pas dire qu'on a sacrifié son contrôle de la destinée pour pouvoir mieux réaliser son rêve. Les résultats ne permettent pas de montrer ça, les data. Euh, alors, Cependant, il va falloir trouver une réponse à nos entrepreneurs, trouver une réponse sur le besoin de financement, le besoin de ressources financières. Alors évidemment, on va tout passer en revue. Il y a le business model. Est-ce que tu as fait en sorte d'avoir un modèle qui soit le moins consommateur de cash? Et c'est un bon travail parce que si on ne fait pas ce travail, on risque de se retrouver dans des formes de business où on aura toujours un désavantage face à des gens qui auraient beaucoup de capacités financières. Donc, c'est toujours une mauvaise politique que d'aller porter le combat dans la grande plaine où les chars russes peuvent débouler, plutôt que de rester dans les bois ou les villes où on a un avantage par son agilité, par sa souplesse. Donc, revoir le modèle, et donc là-dedans, ce qui est sous-jacent, c'est revoir la contrainte que l'on s'est imposée. Et souvent, en voulant aller chercher de l'argent, on cherche à se défaire d'une contrainte qui est la contrainte financière, alors qu'elle est là, elle est factuelle. Et la réponse à ce type de contrainte, on en a parlé il y a quelques mois avec Joël-Henri Grossard, c'est la question de la rapidité du cash. Si on augmente le chiffre d'affaires qu'on arrive à faire avec le cash qu'on a, donc on augmente la rotation des stocks, la rotation des ventes, etc., eh bien, on résout une grosse partie du problème. Bon, il reste quand même des problèmes après. Donc, est-ce que les banques, par exemple, ne sont pas une solution? Elles le sont, avec des limites, la limite des fonds propres. Hein, évidemment, le banquier va vous demander vos fonds propres pour savoir qu'est-ce qu'il peut vous prêter. C'est
quelque chose sur lequel il faudrait revenir parce que, on a d'ailleurs parlé de la relation avec les banques, mais il faudrait revenir parce que la question des fonds propres est très intéressante quand on parle de ce qui appartient à l'entreprise, les fonds qui lui sont propres, qui sont quelque part l'accumulation des résultats passés. En revanche, quand on parle de fonds propres pour des capitaux permanents qui appartiennent à des actionnaires et ont vocation à être repris par les actionnaires, ce n'est pas tout à fait juste. Et d'ailleurs, les statistiques ne sont pas du tout les mêmes entre une entreprise qui a accumulé des profits et qui les a gardés dans ses fonds propres et une entreprise qui a levé des fonds. Une entreprise qui a levé des fonds, elle va échouer dans la plupart des cas. La limite de l'historique aussi, vous venez de créer votre boîte, pour le banquier, vous êtes un animal qui ne sait pas analyser. Donc, on est bien conscient que la banque souvent n'est pas la bonne solution. N'est souvent pas la bonne solution. Alors après, on a d'autres solutions. Allez voir vos clients. Et allez voir vos clients. Il y a certainement des clients, notamment dans le B2B, qui sont prêts à venir vous aider. Dans le B2C, c'est plus compliqué. Hein, c'est plus compliqué. On a certainement des distributeurs qui sont prêts à prendre des risques, et ça arrive, et c'est un mode de financement assez courant. Mais c'est plus compliqué que d'avoir un très gros client qui a vraiment besoin de nous et qui est prêt à payer pour que simplement on étudie son problème. Les fournisseurs, c'est aussi une solution. Mais pour ça, il faut probablement être un fournisseur stratégique. Et puis, il y a une autre chose sur laquelle il faut compter, qui est la communauté. Alors, on parle de communauté, on dit oui, le financement par la communauté, enfin c'est compliqué. Mais pour autant, il y a quelques années, il y a eu un exemple extraordinaire de financement intégral d'un produit qui n'existait que sur le papier. Hein, vous connaissez tous la Pebble qui était à mon poignet pendant quelques années, ou quelques mois en tout cas. Après que je l'ai payé grassement et que j'ai attendu 18 mois pour la recevoir, alors qu'elle était prévue pour dans 3 mois. Et vous savez quoi? J'ai pas râlé. J'étais OK. Je comprenais que ce n'était pas si simple à faire. Hein, je vous rappelle que cette petite merveille n'avait pas un écran tactile, mais avait un écran qui était du papier électronique, ce qui fait qu'elle avait une autonomie extraordinaire. Bon, ils ont levé, entre guillemets, 12 millions de dollars. Et puis ils ont fait une Pebble 2, 20 millions de dollars. Donc les gens n'étaient pas dégoûtés finalement. C'est quand même le signe qu'effectivement, il y a un moyen de mobiliser toute une communauté derrière un produit, même non existant. Et c'est donc ce qu'on a appelé le crowdfunding. Alors, le crowdfunding, juste pour donner une limite aux choses, initialement, c'était du financement sans actionnaire. Donc, c'est-à-dire que c'était soit des clients auxquels on prévendait, soit toute la communauté de soutien qui venait récupérer un bénéfice, un avantage qui pouvait être un t-shirt ou je ne sais quoi. Après, il y a d'autres formes qui sont apparues. Donc, par exemple, les prêts en crowdfunding. Donc, aux États-Unis, c'était Prosper et le Lending Club, qui sont des choses qui ont arrêté depuis. Hein. Lending Club a fini par racheter une banque. Ils sont toujours cotés. Ils ont viré leur patron. Ils proposaient à la fois de monter des prêts, mais après de permettre aux gens de les revendre, leur part de prêt. Tout ça s'est arrêté l'année dernière ou l'année d'avant, et c'est devenu je vous dis, une banque classique. C'est intéressant en fait à étudier. En France, on a encore WeShareBonds, et puis il doit y en avoir encore un autre, mais c'est presque plus une plateforme de distribution de prêts bancaires. Parce que souvent, les dossiers qu'ils instruisent sont des dossiers en fait, qui sont financés par par une banque elle-même. En l'occurrence, il me semble que c'est Crédit Agricole qui a ou qui a un partenariat avec eux.
quelque part, il s'appuie sur le mode de sélection, c'est-à-dire les quelques argents que mettent les investisseurs particuliers pour ne pas avoir à faire un travail de sélection par ailleurs. Donc, c'est probablement intéressant. Après, il y a des indépendants. Alors, je dis après, mais en fait, Indiegogo est né avant Kickstarter. Et puis, en France, on a eu KissKissBankBank et plus anciennement un truc qui s'appelait My Major Company qui était surtout pour des artistes qui voulaient éditer leur propre disque avec finalement leur communauté, leurs fans qui les finançaient. Et puis un autre élément qui est du crowdfunding, c'est tout ce qui est autour du token, tout ce qui est autour du Bitcoin et de la monnaie sur blockchain. Et d'ailleurs, euh, la plus grosse levée en, en crowdfunding, c'est EOS qui a levé pour 4 milliards de dollars. Alors, il se trouve que c'était 4 milliards de dollars en Ethereum, donc ça vaut probablement moins. Mais en même temps, l'Ethereum, quand ça a été calculé, était à 400 dollars et il est aujourd'hui à plus de 1000. Donc, on est plutôt aux alentours de 9 milliards de dollars de levée sur cette plateforme. Alors, tout ça paraît très neuf, très nouveau, mais est-ce que c'est vraiment si nouveau? Je vous rappelle que la Statue de la Liberté a réussi à être livrée aux États-Unis grâce à un crowdfunding qui a été organisé par un journal américain parce que ils étaient un peu à court de ressources. Et les Américains n'ont pas inventé pour autant la chose, puisque quelques années avant, c'est le Sacré-Cœur qui est né finalement une campagne de souscription. Donc, c'est rien de nouveau, hein, mais bon, peut-être que l'électronique permet des choses plus facilement qu'avant. Si on regarde maintenant les grands succès du financement participatif, on s'aperçoit que ce n'est pas fait sur des plateformes, où ça a peut-être été un peu au départ, mais pas au final. Alors, le meilleur exemple, Star Citizen. Est-ce que vous connaissez Star Citizen? Ils ont levé 300 millions au fil de l'eau en vendant les petits vaisseaux que vous voyez là, qui étaient simplement des dessins, hein. Donc, vous pouvez acheter votre vaisseau. Alors, ça doit coûter quelque chose comme 50 à 90 dollars, quoi, hein, c'est pas rien. Mais quand il sera prêt, vous aurez le vôtre. Et au fur et à mesure, ils ouvrent des parties du jeu. Ils ont une ambition hallucinante, c'est de faire un espace qui met des années à découvrir. Mais ils ont commencé par permettre des batailles, des dogfights. Donc on pouvait commencer à sortir avec son petit vaisseau pour faire la guerre dans des batailles rangées. Et puis petit à petit, ils ouvrent l'exploration, ils ouvrent l'exploitation de l'univers, etc. Mais en attendant, ils ont vendu pour 300 millions de petits dessins 3D. Bon, c'est formidable. Autre exemple, là, qui va vous mettre en avant une communauté. Est-ce que vous savez d'où est tirée cette photo? C'est une série américaine qui s'appelle The Chosen. Comme vous pouvez voir, c'est un truc très mystique et christique. En fait, ils se sont appuyés sur des communautés chrétiennes américaines et ils ont levé 16 millions pour faire les 2 saisons de cette série inspirée de la vie de Jésus. Bon, c'est très typiquement une communauté qui va se mobiliser. Maintenant, le vrai spécialiste de la levée de fonds en crowdfunding, vous l'aurez reconnu, c'est Elon Musk. Je vous rappelle qu'Elon Musk est depuis quelques jours l'homme le plus riche du monde. Hein, il est passé devant Jeff Bezos. Et grâce à Patrick, il a pu lever pas loin de 376 millions de dollars juste pour le lancement de la voiture.
C'est-à-dire que vous mettiez 1 000 $ sur la table pour peut-être avoir une voiture, en principe dans 1 an, en réalité dans 2 ans. Et après, bien sûr, avec ce que ça allait générer de ventes, ça représentait à peu près 6 milliards de recettes. Alors, Patrick va objecter que lui, il l'a acheté après coup, il n'a pas fait de prépaiement, il faisait partie des recettes en plus qui se sont ajoutées après. J'ai évidemment, pour des raisons évidentes, masqué la plaque d'immatriculation de Patrick afin que personne n'aille lui rayer sa voiture. Mais si vous lui en parlez, il ne va pas s'arrêter. Alors, si vous vous mettez à faire du crowdfunding, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Ce qui est à faire, c'est de réaliser que c'est une vraie campagne de communication. Au-delà de l'aspect financement, c'est finalement une mobilisation de vos fans au sens large que vous devez réaliser. Donc, c'est plus la mobilisation de vos capacités marketing que qu'une euh, qu'une question de bien faire votre business plan. Le deuxième point, c'est que on est en train de parler d'un financement communautaire, donc il faut parler à sa communauté. Il faut leur dire ce qu'on va faire et il faut leur dire quand ça ne va pas et pourquoi, et du coup, qu'est-ce qui va se passer. C'est important de voir que Pebble et Tesla avaient du retard, mais pour autant, Pebble a levé 8 millions de plus la fois suivante. Et Tesla, malgré son retard, a vendu à Patrick. Donc, c'est parce qu'on parle, c'est parce qu'on joue le jeu de la communauté d'un bout à l'autre. On reste authentique sur cette idée que c'est la communauté qui nous finance. Les choses à ne pas faire, c'est de croire en la force de la plateforme. C'est-à-dire que quand on a dit que c'est la communauté qui vient acheter, on est bien d'accord que la communauté de Kickstarter ou d'Indiegogo ou de KissKissBankBank, bon, ça contribue à la mise en avant. C'est effectivement des gens qui ont déjà mis de l'argent sur la table. Mais en général, ils ont mis de l'argent sur la table parce qu'ils étaient fans de quelque chose d'autre. Donc, en général, ce que vous apporte une plateforme, c'est jamais que 15 ou 20% de plus. Parfois, ça fait un feu de forêt et un feu de brousse, et là, effectivement, vous avez 10 fois votre communauté qui arrive. Mais c'est finalement trop rare pour qu'on puisse compter dessus. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des frais. La plateforme, elle va prendre 8-10%, et puis après, derrière, il faut livrer, et puis il faut communiquer en permanence avec sa communauté, comme je viens de voir. Tout ça, ça a un vrai coût. Et il faut bien sûr pas l'oublier. Et l'autre chose que vous ne voulez pas oublier, c'est que ce sont des ventes. Et les ventes, eh ben, du coup, il va falloir les livrer. Voilà. Donc, en conclusion, le crowdfunding, ce n'est jamais que la mobilisation de votre communauté. Et de toute façon, il faut mobiliser sa communauté. Que ce soit pour lui demander de l'argent, pour lui demander de l'aide, pour lui demander des leads, pour lui demander de relayer nos discours, il faut le faire. Donc, le crowdfunding, on y croit, pas forcément dans la façon dont certains vous vendent le package tout en un pour faire votre opération sur Kickstarter et que vous êtes sûr de gagner évidemment. Merci Jean-Christophe pour cette plongée du général vers le particulier de la stratégie de financement vers la nécessité de parler à sa communauté. Est-ce que on peut dire qu'il y a des gens qui peuvent aider un entrepreneur dans une stratégie crowdfunding? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'écosystème a fait émerger des gens qui sont capables de concevoir, développer une stratégie de communication en direction de la communauté, ou bien est-ce qu'il faut faire ça tout seul?
Alors, les gens qui sont là pour vous aider, c'est pour beaucoup des gens qui ont essayé un Kickstarter et qui n'ont pas réussi. Donc, il y a une histoire comme ça avec ceux qui ne savent pas faire enseignent. Euh, et, ben, et nous qui enseignons beaucoup, il y a une évidence qu'on ne sait pas faire. Mais souvent, vous voyez des gens qui ont développé des outils pour leur propre campagne et qui vont du coup les utiliser pour essayer alors d'abord de rebondir de leur côté, mais pour éventuellement vous aider. Donc, est-ce qu'il faut utiliser ces outils? Ben, un outil, ça peut être utile, mais ça va être évalué comme tout outil. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est bien avec un outil qui correspond? Eh ben, il faut d'abord se poser la question de la campagne qu'on veut lancer, les objectifs qu'on a. Et puis là-dedans, les outils deviennent une possibilité, deviennent un moyen d'effectivement potentiellement améliorer sa campagne.